Donc, un dernier petit rappel là, vous pouvez ouvrir le chat. Pour l'instant, je vois qu'il y a une question là, dans le chat. Là. Vous avez pas besoin d'activer votre caméra tout de suite. Lorsqu'on fera nos discussions en sous-groupe, ce serait bien d'ouvrir à ce moment-là les caméras, mais pour l'instant, vous n'en avez pas nécessairement besoin. Alors, on va débuter de ce pas. Petit dernier rappel pour les personnes qui viennent de se joindre. On est déjà rendu à 75 participants. Donc, merci d'être présents en si grand nombre. Vous pouvez ou cliquer sur le bouton converser ou chat en bas pour pouvoir poser vos questions, puis sur participants, puis sur votre nom et plus pour vous renommer et ajouter le nom de votre organisme. Alors, bon, on va débuter. Mon nom est Myriam Dauteil. Je serai votre animatrice aujourd'hui pour la rencontre. Je travaille pour Sport et loisirs de l'île de Montréal. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anne Pelletier, de Geneviève Hamelin, Louis-François Tétrault, de Stéphanie Tremblay, de Florence Lecourt-Cyr de la Direction régionale de la santé publique, ainsi que de Marc Wilson, Thibault Higoni, Aude Dubois et Daniel Gélineau de Sport et loisirs de l'île de Montréal. On vous a préparé, on a co-organisé ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, on vous remercie d'être présent en si grand nombre. Alors, je vous mentionnais Sport et loisirs de l'île de Montréal. Parfois, on se demande qui est SLIM. Donc, c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif qui est soutenu par le ministère de l'Éducation pour développer de l'activité physique, du loisir, le plein air, du bénévolat, le sport, puis les parcs et espaces récréatifs sur l'île de Montréal. Donc, on fait cela par le biais d'accompagnement. Donc, si vous avez des questions, on a toutes sortes de programmes d'accompagnement. On fait également cela par de l'offre de financement, puis par une programmation de formation. On coordonne également des programmes régionaux sur l'île, comme par exemple les Jeux du Québec ou Filles actives ou secondaires en spectacle. Puis, les organismes qu'on soutient c'est des OBNL. On collabore également avec le milieu scolaire, puis avec le milieu municipal. Donc, aujourd'hui, nos objectifs pour le webinaire, le webinaire s'adressait principalement là, au milieu municipal, puis aux organismes de sport, loisirs et de plein air. Et les objectifs sont d'améliorer la compréhension des règles sanitaires à mettre en place cet hiver. Donc, on parle évidemment là, des activités physiques extérieures hivernales, puis également de proposer des solutions alternatives pour la période hivernale en cours. Puis, ces solutions-là vont être discutées, donc abordées en sous-groupes. On a différents blocs, donc un premier bloc de présentation qui va être fait par la santé publique sur les consignes d'hygiène de base. Ça va être suivi d'une brève période de questions. Évidemment, on vous demande de consigner, vu qu'on est beaucoup de participants, on vous demande de consigner vos questions dans le chat. Et ensuite de ça, on va avoir un deuxième bloc sur les consignes sanitaires au palier rouge, donc qui va être suivi également d'une période de questions. Puis, suite à ça, on va se subdiviser en sous-groupes. Là, lors de l'inscription, on vous a demandé qui était intéressé à participer. Donc, on a créé les salles en fonction de ça. Et donc, aujourd'hui, les petites consignes, la présentation est enregistrée, donc va pouvoir être transmise par la suite. Il y a des gens, malheureusement, qui ne pouvaient pas assister. Également, donc, c'est ça, on vous demande de poser les questions sur le clavardage, très important étant donné le nombre de personnes qu'on est. Puis, suite à la présentation, donc, on va vous envoyer un courriel avec l'enregistrement, les présentations. Puis, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ou qu'il fallait aller chercher des informations complémentaires, donc, on va envoyer un question-réponse suite à ça. Puis, on espère que le tout se termine vers 11 heures.
Alors, on vous parlait brièvement là, des sous-groupes de discussion. On a subdivisé les gens selon le milieu ou la discipline dans laquelle vous êtes. Donc, il va y avoir un sous-groupe avec les villiers de Montréal ainsi que certains arrondissements de l'île. Un deuxième groupe avec la ville de Montréal. Un troisième qui va être avec des organismes en lien avec le plein air. Un quatrième en lien avec le sport principalement, puis un cinquième avec principalement les centres communautaires de loisirs. Alors, je vais céder tout d'abord la parole à mon collègue Thibault Hugueny pour vous parler de certaines préoccupations et enjeux qui ont été constatés. Oui, merci Myriam. Donc bonjour à tous. Comme le disait Myriam, je m'appelle Thibaut Gueny, je travaille chez Slim avec elle. Puis donc je vais vous faire en fait une brève mise en contexte de ce qui a mené à l'élaboration de ce webinaire. Je vais vous présenter aussi quelques réflexions complémentaires qu'on a eues. Alors en fait, c'est sous l'impulsion de Montréal Physiquement Active, qui est la table intersectorielle régionale sur les modes de vie physiquement actifs, qu'un groupe d'organisations s'est réuni pour essayer de réfléchir aux stratégies à mettre en place pour l'hiver à venir. Donc, ce qu'on a fait, c'est que collectivement, on a essayé de réfléchir pour faire en fait un état des lieux de la situation en partant des préoccupations et des enjeux pour arriver aux stratégies et aux bonnes pratiques. C'est quand même intéressant de noter que là, on ne le voit pas parce que la présentation n'a pas pris les couleurs, mais il y avait des préoccupations qui étaient liées à la COVID-19 et puis des préoccupations qui étaient récurrentes. Donc, les préoccupations récurrentes étaient, si vous prenez la colonne de gauche, le manque de concertation entre les gestionnaires, puis à peu près tout ce qui est à droite, sauf la fermeture des commodités, c'est des préoccupations récurrentes. Donc, le webinaire aujourd'hui va s'adresser plus aux préoccupations qui sont liées à la COVID-19. Donc, ce qui a trait beaucoup à l'accès au matériel, ce qui a trait à l'animation d'activités en groupe et ce qui a trait donc à l'accès aux commodités. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on part du principe que vous avez vous aussi identifié l'une de ces préoccupations comme un obstacle à la tenue de vos propres activités. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un premier exercice de réflexion. Donc, on n'a pas tout. Si vous avez des préoccupations qui ne sont pas listées dans la diapositive ici, je vous encourage dans le chat à aller marquer des préoccupations qu'on aurait manquées parce que nous, ça va nous aider dans notre réflexion future. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'était que je voulais juste rajouter un tout petit truc. En fait, c'est juste que dans les préoccupations, si les préoccupations liées à la COVID sont beaucoup liées à l'organisation des activités, donc des choses sur lesquelles vous avez les organisations, vous pouvez agir. Alors que les préoccupations récurrentes, c'est plus quelque chose de global sur lesquelles il va falloir qu'on réfléchisse collectivement. Donc là, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, en ce qui a trait aux opportunités, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si les interrogations étaient nombreuses, les préoccupations étaient nombreuses, on a quand même identifié certaines opportunités. La première d'entre elles, ça a un lien avec l'aménagement et l'accès au parc, en particulier au parc de proximité. On sait qu'au Québec, les activités qui se font en groupe ont plus tendance à retourner vers l'intérieur en hiver. Ça, c'est particulièrement vrai dans la ville. Mais la situation de Covid, avec le confinement et le manque d'accès vers les sites intérieurs, vont nous aider à avoir une réflexion assez poussée sur comment s'approprier nos parcs et comment en faire des lieux de vie qui restent aussi vivants que ce qu'ils le sont à l'été. Donc, les changements constants qui sont induits par la pandémie, ça nous aide un petit peu à réfléchir au-delà de notre gestion courante. Donc, on a tendance un petit peu en ce moment à planifier, entre guillemets, pour le pire, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut nous aider à trouver des solutions qui vont être novatrices et, donc, on va plus agir sur les préoccupations qui sont durables, sur les préoccupations dont je vous parlais qui ne sont pas liées à la COVID. Donc, ça, c'est intéressant. L'autre chose, c'est que malgré toutes les bonnes intentions des animateurs, chaque activité a ses codes, entre guillemets. Et donc, ils peuvent être quand même assez contraignants et intimidants pour les néophytes. L'utilisation de l'outil numérique qui est de plus en plus court, en fait, permet de briser cette barrière. Parce que pour les néophytes, ça devient plus confortable d'aller découvrir les activités à travers les écrans et ils se sentiront mieux préparés au moment d'arriver sur le terrain. Puis l'autre point positif, c'est qu'en numérisant toutes ces activités, on est en train de créer un espèce de catalogue très intéressant qui va pouvoir être utilisé au-delà de la situation de Covid. Donc nous, le but avec ce webinaire, c'est de vous donner vraiment
quelques outils, quelques informations pour que vous puissiez réfléchir et ainsi participer à cette réflexion collective sur comment on va pouvoir s'approprier l'hiver, même au-delà de la situation de la Covid. Donc, je vais maintenant passer la parole à Anne, je pense, ou peut-être à Myriam de nouveau. Merci Thibault. Donc, suit une présentation de la part de la Direction de la santé publique. Anne, donc, je te laisse la parole. Ben, je sais pas si ça va bien, Anne, mais sinon je peux commencer. Alors, bonjour, Louis-François Tétrault de la Direction de santé publique de Montréal. On fait une présentation, dans le fond, sur les activités hivernales. Comme ça a été présenté, ça va être fait en 2 blocs. Le premier bloc va être vraiment sur les consignes sanitaires. Beaucoup de vos questions, finalement, qui ont été posées étaient sur les consignes sanitaires. Donc, on a décidé de rajouter un petit bloc pour voir quelles sont les consignes sanitaires de base et comment on peut les adapter aux activités hivernales à l'extérieur. Ça va suivre une petite période de questions. Donc, la présentation a été majoritairement faite par ma collègue Anne Pelletier qui va vous parler dans le deuxième bloc, mais avec la collaboration de Geneviève Hamelin, Florence Lecourcire, Stéphanie Tremblay et moi-même, Louis-François Tétrault. Alors, super important, un classique. Donc, les consignes qu'on va vous présenter en ce moment ont été validées il y a 5 minutes. Elles peuvent cependant changer à tout moment. Elles vont en fait probablement changer durant la période hivernale. Donc, on vous encourage à toujours vous tenir informé des règles ou des consignes qui sont en vigueur au moment même. Alors ça, vous le savez déjà probablement tous, mais on va le rappeler. Donc, les gens qui ont reçu des consignes d'isolement, les cas positifs, les gens qui attendent un test, les gens avec des symptômes reliés avec la COVID, les gens qui ont été des contacts étroits ou les gens qui reviennent d'un voyage de l'étranger doivent être en isolement. Donc, ils ne peuvent pas participer aux activités, mais ne peuvent pas non plus être des bénévoles ou des travailleurs. Donc, je suis sûr que vous le saviez déjà. Prochaine diapositive. Ça aussi, ce ne serait pas une présentation de santé publique en temps de COVID si je ne vous disais pas que c'est important de garder le 2 mètres, de se laver, désinfecter les mains fréquemment, de porter le couvre-visage lorsqu'on est à l'intérieur pour les gens qui sont âgés de plus de 10 ans. C'est... Bon, parfait. Alors, mais comment ça s'adapte finalement? Ce qui est un peu plus intéressant peut-être pour vous, c'est comment on l'adapte à l'extérieur. Dans le sport à l'extérieur, comme dans toutes les autres version du sport, lorsque l'activité est modérée ou intense, on ne recommande pas le port du couvre-visage chez les gens. Par contre, dans les activités extérieures, il pourrait y avoir des goulots d'étranglement, on peut penser entre autres au fil d'attente. À ce moment-là, oui, le couvre-visage serait fortement recommandé. Une petite adaptation. Donc, on peut porter le couvre-visage conventionnel qu'on connaît tous, mais aussi à l'extérieur, on peut porter des cache-cous ou des cagoules, c'est accepté comme un couvre-visage à l'extérieur. Par contre, si on rentre dans le chalet ou dans la toilette publique ou dans un autre milieu intérieur, il va falloir remettre le couvre-visage conventionnel. Rien ne nous laisse croire que le couvre-visage ne sera pas efficace durant l'hiver. Par contre, s'il devient humide avec la respiration, qu'il est souillé, le masque, le couvre-visage, le cache-cou doit être changé. Par contre, si on a un cache-cou, on peut simplement aussi le retourner, donc mettre la partie humide vers l'arrière et garder la partie sec vers l'avant. Ça peut être suffisant. Au niveau des travailleurs, donc là, on a adressé cette question-là à nos collègues de santé au travail. Donc, ce qu'on vous a présenté, là, c'est vraiment pour vos participants, pour les travailleurs, pour les bénévoles. Il y a des questions qui se posent, il y a une redéfinition, il faut suivre les normes de la CNSST qui sont en train de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le travail à l'extérieur pour essayer d'éviter des problèmes au niveau des engelures. Alors, on va vous tenir informé probablement par le question-réponse du cheminement qui va être fait à ce niveau-là. Prochaine diapositive. Merci, Anne. Donc, on continue à recommander de se laver les mains ou désinfecter les mains dans la mesure du possible. Compte tenu du risque d'enjeu, par contre, on demande que ces activités-là soient faites à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Dans les installations, on peut permettre aussi l'accès aux installations. On parle de chalets, toilettes pour les gens. On veut garder nos pratiques de désinfection à l'intérieur des installations, mais aussi dans l'équipement ou le mobilier qui est là. Donc, on
on va en parler un peu plus loin. C'est permis d'avoir un prêt d'équipement, mais il faut avoir un nettoyage et une désinfection associée. C'est important aussi de rappeler que oui, on veut désinfecter, nettoyer les équipements, mais cette transmission-là, par le contact indirect, donc par toucher un objet, le risque demeure quand même très faible. Alors, j'ouvrirai à une courte période de questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, des choses que vous avez. Puis je vous rappellerai que ma collègue Anne va vraiment s'adresser aux activités, donc peut-être qu'on va référer vos questions au bloc 2. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas le chat. Je suis désolé. Alors, j'ai une première question de Michael Coriolan de Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont. Dans le fond, par rapport aux cache-cou, elle cherche à savoir si les cache-cou sont considérés comme un couvre-visage à l'intérieur. Non, c'est ça. Alors, les cache-cou sont considérés comme un couvre-visage à l'extérieur. Dans les moments où il va y avoir des goulots d'étranglement, on pense qu'on va être à moins de 2 mètres. Mais lorsqu'on va rentrer dans le chalet, on demanderait de porter un couvre-visage plus conventionnel, celui qu'on connaît tous à ce moment-là. Alors, j'ai une autre question de Zoé Champagne qui demande est-ce que vous recommandez le couvre-visage sur une patinoire? Ben, c'est toujours relié finalement à l'activité physique. Donc, dans un moment d'activité physique modérée ou intense, il peut y avoir des effets négatifs du port du couvre-visage. Mais c'est toujours aussi à la tolérance de l'individu. Donc, on parle maintenant qu'un cache-cou peut suffire comme couvre-visage. Donc, s'il y a des gens qui sont à l'aise de patiner avec un couvre-visage ou avec un cache-cou, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas exigé d'avoir un couvre-visage lors de l'activité modérée ou intense. On veut garder, par contre, l'idée du 2 mètres. Là, la distanciation reste quand même importante hors des bulles familiales. Alors, merci Louis-François. J'ai une autre question de Ben Hassel. À quelle fréquence doit-on changer le masque à l'extérieur? Là, si on parle de masque, là, la différence, le niveau du couvre-visage, c'est aussitôt qu'il va être souillé, humide, on va demander de le changer. Pour ce qui est du masque, pour les professionnels, alors là, ça reste les mêmes règles. Donc, s'il est souillé et humide, il va être changé. Par contre, la CNSST, dépendamment du travail qui est accompli ou des choses, va demander peut-être des changements de masque qui peuvent être plus fréquents ou des protections supplémentaires. Donc, on peut penser à des protections oculaires qui peuvent être demandées à ce moment-là. Donc là, je ne peux pas vous dire pour un professionnel quelle exactement va être la fréquence à laquelle le masque devrait être changé. Puis peut-être une dernière question, donc une question de Julie. Combien de temps le virus reste-t-il sur les équipements? Alors, elle dit qu'elle a lu 24 heures et même 48 heures par moment. C'est certain, là, je pense que je peux l'aborder rapidement, mais on a une version, dans le deuxième bloc, on a une question vraiment sur le prêt d'équipement, donc on parle des consignes à ce moment-là. Le virus peut rester là quand même sur les surfaces un certain temps, mais ça dépend vraiment de la surface et de la condition dans laquelle il est. Là, on va parler vraiment de l'hiver à l'extérieur. Il suffit aussi d'avoir, c'est pas seulement la survie du virus, mais c'est d'avoir une dose qui est suffisamment importante pour être infecté. Dans nos avis sur le prêt d'équipement, on recommande, si on ne peut pas nettoyer ou désinfecter, d'aller vraiment vers un retrait pendant 24 heures. Mais en ce moment, je vais être honnête avec vous, c'est étudier cet aspect-là, puis ça se peut que ces règles-là changent relativement bientôt à ce niveau-là. Est-ce qu'on a encore le temps pour des questions? Alors, c'est ça, j'ai Alexandre Varin qui nous demande est-ce que le couvre-visage peut être exigé à l'ensemble d'un groupe bulle scolaire pour accéder au chalet, même si des enfants ont moins de 10 ans? Ouais, là, je n'ai pas vraiment la réponse. Dans le fond, au niveau de la santé publique, notre recommandation, c'est de le porter. Ben, vraiment, les enfants de plus de 10 ans devraient l'avoir. C'est recommandé pour les enfants qui sont à l'aise avec le couvre-visage de le porter, mais nous, c'est pas exigé. Puis chez les très jeunes enfants, puis on parle d'âge préscolaire, donc ça ne répond pas nécessairement à la question, mais il y a vraiment des enjeux au niveau du port du masque. Ça peut être plus efficace, voire
nuisibles à leur santé. Parfait, merci. Alors là, j'ai une autre question. Peut-être qu'on va y répondre dans le deuxième bloc, mais c'est donc pour savoir, est-ce qu'il est permis de former un groupe pour une activité dans un parc de ville, pour une activité de cégep, là, par exemple? Ben ça, je vais vraiment le laisser pour le deuxième groupe. C'est vraiment les activités. Je pense que ma collègue va répondre rapidement à votre question. Parfait, on se le garde pour tantôt, alors merci. Merci beaucoup, Aude, pour la période de questions. Donc, je vous laisse poursuivre avec le deuxième bloc, la chère équipe de la Direction de la santé publique. Merci, Myriam. Désolée pour les petits problèmes en début de présentation. Je trouvais pas mon bouton. Donc, comme l'a dit mon collègue Louis-François, la deuxième partie va porter plus sur les consignes sanitaires à appliquer au Palais Rouge, donc dans l'organisation et la planification des activités. Le premier bloc porte vraiment sur les consignes sanitaires qui sont applicables à toutes les activités sportives, donc intérieures comme extérieures. On parle dans un premier temps des activités organisées dans un lieu public. Donc, en fait, aucune activité organisée est permise. Et ça, pour toutes les activités physiques, sportives ou de loisirs. Donc, on préconise vraiment les activités libres. Les activités s'effectuant en groupe sont interdites. Et puis, tout ce qui est permis, c'est vraiment l'activité seule ou en diade. Donc, on a le droit d'avoir un partenaire. Et bien sûr, les compétitions, les parties et les spectateurs sont interdits. On a bien entendu parler à plusieurs reprises que les centres de conditionnement physique doivent demeurer fermés en zone rouge. Quand on parle de centres de conditionnement physique, on parle vraiment des gyms. On ne parle pas de salles de sport de type, disons, salle de combat, salle de danse, salle de yoga. C'est vraiment les salles de conditionnement physique qui doivent être fermées. Pour les pratiques d'activités libres, par exemple le bain libre ou le patin libre, c'est le gestionnaire qui est responsable de définir la capacité du site en concordance avec les mesures sanitaires en vigueur. Et puis, les vestiaires de toutes les installations doivent demeurer fermés, et ce, jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des piscines pour lesquelles il y avait un enjeu particulier, là, dans le fond, avec un bain libre l'automne, l'hiver, pour lequel on a obtenu la permission de conserver les vestiaires. Les activités en pratique libre dans un lieu public, il y a deux formes de lieux qui sont considérés publics, soit les lieux qui sont ouverts à l'extérieur. Encore une fois, les compétitions, les parties, les spectateurs sont interdits. Le nombre de personnes est déterminé par le gestionnaire. Puis les consignes sanitaires doivent être respectées en tout temps. Quand on parle d'un lieu extérieur ouvert, on parle d'un espace assez grand comme un parc, par exemple. Et quand on parle d'un lieu extérieur fermé ou un lieu intérieur, c'est vraiment un plateau sportif défini. Donc, les compétitions, les parties et les spectateurs sont interdits aussi dans les lieux extérieurs ou intérieurs fermés. Le nombre de personnes doit encore une fois être déterminé par le gestionnaire. Les consignes sanitaires doivent être respectées en tout temps. Donc, consignes sanitaires, on parle du 2 mètres de distance, lavage des mains, passe du couvre-visage. Et les exercices en groupe ne sont pas permis. À ça doit s'ajouter les consignes sur les rassemblements. On l'a entendu hier, ça a été bien répété, les rassemblements privés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs en zone rouge, sont interdits. Les rassemblements publics intérieurs sont interdits, sauf pour les lieux de culte où il y a un maximum de 25 personnes qui sont permis. À l'extérieur, c'est aussi interdit, sauf dans deux occasions bien particulières, soit les manifestations, ou dans le cadre d'activités pédagogiques qui sont offertes soit par les institutions scolaires ou les milieux de la petite enfance. Donc, un groupe de CPE ou un groupe d'âge scolaire pourrait faire une activité de groupe. Les consignes qui s'appliqueraient dans ce cas-là, c'est les consignes des centres de services scolaires ou du milieu de la petite enfance.
Donc, la définition d'une installation sportive extérieure qui sont fermées. On parle de, par exemple, d'une patinoire avec des bandes, c'est considéré comme un lieu extérieur fermé selon les catégories de la santé publique. Mais par contre, un sentier glacé qui n'aurait pas de bande, un sentier de ski de fond, un sentier de raquette, un anneau de glace, un aire de glissade, ce sont considérés comme des lieux extérieurs qui sont ouverts. Il faut donc les définir, les voir ou les planifier différemment. Les lieux extérieurs fermés, donc les patinoires avec bande, par exemple, ou si on avait un terrain de soccer-neige, ça pourrait être aussi considéré comme un lieu fermé. Encore une fois, comme mentionné un peu plus en amont, la capacité doit être déterminée par le gestionnaire de l'installation et c'est jusqu'à un maximum de 25 personnes qui est permis. Donc, même si vous auriez une patinoire à bande qui est vraiment immense, on ne peut pas accueillir plus que 25 personnes dans l'installation. Le nombre de personnes admises à l'intérieur de votre installation doit permettre la distanciation en tout temps. Et pour des personnes en mouvement, on calcule un espace de 6 mètres carrés pour permettre la distanciation de 2 mètres. Il y a une petite nuance ici qui n'est pas écrite nulle part, mais quand on a une bulle familiale qui, par exemple, voudrait venir patiner, elles n'ont pas à respecter le 2 mètres entre elles. Là, si vous prenez un enfant et son parent qui lui apprendrait à patiner, par exemple, le parent n'a pas à maintenir le 2 mètres avec l'enfant. Donc, le 6 mètres carrés s'appliquerait à la bulle. On recommande qu'un système de réservation soit mis en place pour gérer l'affluence des personnes sur le lieu de pratique. Le hockey est permis, mais seulement en forme libre, seul ou en diade. Donc, quelqu'un qui voudrait venir faire des tirs au but ou des passes avec un copain, ce serait permis, pour autant que le 2 mètres est respecté. Mais, encore une fois, aucune activité organisée n'est permise tant qu'on est en zone rouge. Les milieux extérieurs ouverts, la capacité d'accueil est déterminée par le gestionnaire de l'installation. Ici, il n'y a pas de limite de 25 voyons, je cherche mon mot, mais qui est applicable. Là. Si on a un grand parc, on peut avoir facilement plus que 25 personnes, pour autant que la capacité d'accueil permette le 2 mètres de distanciation en tout temps, ou le 6 mètres carrés pour les personnes en mouvement. Donc, puis, pour faciliter la gestion des files d'attente, par exemple, au moment de la location d'équipements ou à l'entrée d'un site, des repères physiques devraient être installés dans les files d'attente. Et puis, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, le port du couvre-visage de type cache-cou ou couvre-visage standard peut être recommandé à certains endroits selon l'achalandage. Donc, dans les files d'attente, dans les lieux où le 2 mètres ne pourrait pas être respecté en tout temps, on recommanderait aux gens de porter un couvre-visage ou un cache-cou. Les chalets de parc et les toilettes peuvent être ouverts avec le respect des consignes sanitaires, donc lavage des mains, port du couvre-visage pour les 10 ans et plus. Le nombre de places disponibles doit être calculé pour respecter le 2 mètres de distance en tout temps. Les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, devraient être nettoyées plusieurs fois par jour. Et puis, le chalet devrait servir à enfiler l'équipement ou à se réchauffer, mais ça ne constitue pas un lieu de rassemblement. Donc, on ne peut pas permettre aux gens, par exemple, de manger un lunch en groupe ou quelque chose comme ça. C'est vraiment juste pour des fins utilitaires. Ensuite, on tombe dans la location et le prêt d'équipement. Comme on vous l'a dit, la location et le prêt d'équipement est permis, bien que le ministère recommande aux gens d'avoir leur propre équipement, c'est tout de même possible de le faire, selon certaines conditions. Pour l'aménagement des lieux, ce qu'on recommande, c'est d'aménager le service de location de manière à pouvoir maintenir le 2 mètres de distance en tout temps
entre les gens, mais aussi entre le personnel et les gens. De prévoir un affichage pour rappeler aux gens qu'il y a un 2 mètres de distance à respecter en tout temps. De prévoir des aires pour que les personnes puissent enfiler leur équipement à au moins 2 mètres du comptoir de location. Donc, la location se fasse à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est important de prévoir l'aménagement de façon à ce que les personnes qui louent aient la place nécessaire pour enfiler leur équipement en respect des consignes sanitaires. D'installer, lorsque c'est possible, des cloisons transparentes de type plexiglas au comptoir d'accueil, ça permet une barrière supplémentaire. Puis de prévoir un affichage qui rappelle les consignes d'isolement, donc pour s'assurer que des personnes qui seraient en attente d'un test ou qui auraient des symptômes de la COVID, ne se présentent pas sur place ou qui se ravisent au moment de voir l'affichage en question. Ensuite, pour les procédures d'accueil pour les clients qui auraient réservé un prêt d'équipement, en fait, on recommande de créer des points d'accès spécifiques avec un sens pour la circulation afin d'éviter que les gens se croisent. Donc, une entrée, une sortie distincte quand c'est possible. Mettre en place un système de réservation en ligne avec des plages horaires réservées. Ça va permettre de limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le site d'accueil, mais aussi ça va permettre que des gens se présentent puis repartent aussi bredouilles. Le port du masque ou du couvre-visage peut être obligatoire pour effectuer est obligatoire, pardon, pas peut être obligatoire, mais est obligatoire pour effectuer la transaction. Rappeler aux patients, mais aux clients plutôt, l'importance de l'hygiène des mains, d'installer on recommande aux gestionnaires d'installer des postes de désinfection à l'entrée du service de location. Évidemment, si la location se fait à l'extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, on recommande le lavage des mains à l'intérieur pour éviter les engelures. Donc, il faut tenir compte de cette nuance. Ensuite, évidemment, une fois que le matériel a été utilisé, il y a des procédures à prendre en compte pour pouvoir le reprêter de manière sécuritaire. On recommande le nettoyage et la désinfection du matériel prêté et loué entre chacune des utilisations. Dans le fond, pour les skis, les raquettes, les bâtons, les autres surfaces dures, on recommande d'utiliser des produits de désinfection habituels. Pour les casques, les bottes et autres équipements dont les surfaces sont poreuses, en fait, il existe des produits spécifiques pour ça qui sont plus du nettoyage, mais on demande une petite rigueur supplémentaire au moment du nettoyage de ces équipements-là. La personne qui nettoie les équipements devrait porter des gants et puis en fait, s'il y a du matériel qui est vraiment pas possible de nettoyer, on recommande une quarantaine de 24 heures. Comme mon collègue Louis-François l'a dit tout à l'heure, cette question-là est encore sous investigation, sous étude. Donc, si jamais la recommandation venait à changer, on vous informerait bien sûr là, des nouvelles règles en vigueur. Donc, on sait qu'il y avait quand même un certain nombre d'organismes communautaires qui étaient présents aujourd'hui. Il y a un cadre différent pour les organismes communautaires, différents. En fait, il y a certaines... Dans le décret d'octobre, le maintien des activités des organismes communautaires a été mentionné. Donc, on croyait pertinent de revenir sur les règles précises pour le maintien des missions des organismes communautaires. Donc, il revient aux organismes communautaires de déterminer la pertinence de poursuivre ou de reporter leurs activités. Si vous pensez que vos activités peuvent être reportés, il est demandé de le faire. Sinon, on recommande de privilégier les activités à distance ou en mode virtuel quand c'est possible. Pour les activités en présentiel,
on mentionne qu'ils doivent avoir un objectif de soutien ou de service à une clientèle vulnérable, donc pas à la population générale, mais vraiment des clientèles qui pourraient avoir une vulnérabilité particulière. Ne doivent pas avoir pour seul objectif le loisir de l'usager. Par exemple, dans le cas d'une activité physique, ça pourrait être pour prévenir le déconditionnement d'une clientèle particulière ou pour l'adaptation d'une clientèle par contre, à l'intégration de la clientèle à la communauté. Les mesures de prévention générale doivent être respectées en tout temps et puis un maximum de 25 participants est permis à l'intérieur et à l'extérieur en incluant le personnel de l'organisme. Donc, il faut que vous calculiez à l'intérieur de votre groupe. C'est important d'effectuer un triage des participants à l'arrivée pour s'assurer que dans aucun cas, il y aurait un participant qui pourrait avoir des symptômes. Et puis, on demande de tenir un registre des participants qui est à conserver pendant 30 jours. On vous a fourni ici quelques liens utiles qui sont complémentaires à la présentation d'aujourd'hui, soit pour les consignes de base, les consignes sanitaires de base, soit les consignes en lien avec le sport ou même celles qui s'appliquent aux travailleurs. Et au bas de l'écran, vous trouverez notre adresse courriel pour des questions sur les consignes. Je passerai maintenant à la période de questions. Parfait. Alors, je vais revenir sur une question qui était en fait pendant le premier bloc de Pierre Rousseau qui nous parle en fait, on a beaucoup parlé du lavage des mains, mais il voulait savoir les consignes aussi pour les gants, quand on porte des gants. Est-ce qu'on peut préciser si on parle des gants pendant le nettoyage ou les gants en hiver? J'imagine que c'était plus les gants en hiver. Est-ce que Pierre peut nous préciser cette information? Les gants d'hiver, c'est bien ça. OK. Ben, en fait, les gants ne remplacent pas le lavage des mains. Ceci dit, comme le dit mon collègue tout à l'heure, on recommande que le lavage des mains se fasse à l'intérieur pour limiter le risque dangereux. Donc, s'il y a possibilité d'accéder à l'intérieur pour se laver les mains avant de procéder à l'activité, ce serait idéal. Alors, parfait. Après, on avait des questions par rapport à l'équipement. Je pense qu'on y a répondu un petit peu, mais c'était de savoir combien de temps le virus reste sur les équipements. On a parlé notamment de la quatorzaine, là, de laisser les équipements pendant 24 heures en quatorzaine, mais peut-être plus de précision là-dessus. Ben, en fait, c'est pas possible pour l'instant de vous donner plus de précision, là, comme le mentionnait mon collègue Louis-François tout à l'heure. C'est une question qui est encore sous investigation, à savoir si le virus peut demeurer un certain temps sur les surfaces, mais on ne sait pas si le virus est transmissible pendant une longue période. Par mesure de prudence, pour l'instant, on recommande 24 heures. Et puis, si la recommandation venait à changer, on informerait la population. Parfait, merci. Alors maintenant, on a une question de René Lemieux et Robert Carrière. C'était de savoir si on pouvait former un groupe pour une activité dans un parc, dans le cadre d'une activité de cégep, justement. En fait, pour ce qui est des cégeps, ce serait à vérifier. Je sais que c'est possible pour les jeunes qui sont au collège, pas au collégial, mais au secondaire, au primaire et au préscolaire. Mais comme les activités au cégep sont en mode distanciel en ce moment, je crois que les consignes qui s'appliquent seraient celles, dans le fond, de l'institution collégiale. Donc, s'il n'y a pas d'activités de groupe qui ont lieu, ce ne serait pas différent pour une activité sportive. OK, merci. Alors maintenant, j'ai une question de Ben Hassel. On a parlé justement des endroits, enfin, tu as parlé des gyms tantôt. Par rapport aux salles de combat, est-ce qu'ils peuvent rester ouverts? Il veut savoir s'il a bien compris cette information.
Oui, les salles de combat peuvent rester ouvertes. Cependant, il faut être clair, là, ce qui s'applique, c'est la pratique libre, seule ou en dyade. Les combats en tant que tels ne sont pas permis. Donc, c'est de l'entraînement. Dans le fond, dans le cas d'un combat, c'est de l'entraînement individuel. Là, ce serait de la pratique. Par exemple, pour le karaté, ce serait la pratique d'un kata, mais on ne peut pas faire, par exemple, dans le cas d'un judo, un combat ou c'est pas permis pour l'instant. Alors ensuite, j'avais Guillaume Langlois qui nous disait donc qu'en théorie, effectivement, les vestiaires sont fermés, mais que dans la pratique, on voit que l'utilisation des toilettes sont utilisées comme vestiaires. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à préciser par rapport à ça. Oui. C'est sûr que il faut demander à la clientèle d'arriver déjà tout prêt. C'est sûr que dans le cas d'un vestiaire de piscine, là, il y a eu un amendement parce que on peut arriver avec son maillot de bain, mais repartir avec son maillot de bain humide, c'était une entreprise plus complexe. Puis demander aux gens de se changer sur le bord de la piscine, c'est pas non plus une possibilité. Mais pour les autres activités, il y a toujours moyen de demander à la population d'arriver déjà changée ou de mettre un survêtement au besoin. Après ça, c'est tout l'encadrement du site là, qui est à faire. Là. Si les gens utilisent le vestiaire pour les toilettes pour des vestiaires, c'est à l'installation, à la gestion de l'installation de voir comment encadrer ça. Alors maintenant, j'ai une question donc, de Michael Coriolan. Est-ce qu'il serait recommandé de permettre à un nombre limité de citoyens d'accéder à une patinoire extérieure pour favoriser la distanciation? Oui, comme on l'a vu dans la présentation, la patinoire extérieure est considérée comme un milieu, un plateau fermé. Le calcul de la capacité de la patinoire doit se faire avec la règle du 6 mètres carrés parce que les personnes, les patineurs sont en mouvement. Donc, il faut calculer en fonction de la superficie de la patinoire combien de patineurs vous pouvez mettre sur 6 mètres, par 6 mètres carrés. Combien de 6 mètres carrés vous avez à l'intérieur de votre patinoire? Je vais y arriver. Donc, on avait calculé pour une patinoire de hockey classique là, environ 13 participants. En fait. Parfait, merci. Alors maintenant, j'ai une question par rapport aux exceptions de la part de Catherine Saint-Germain qui cherche à savoir si les exceptions concernent aussi les organismes communautaires pour le 25 personnes. Il y avait une histoire d'exception pour les 25 personnes. J'imagine que ça a été abordé. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Peut-être que Catherine peut nous préciser dans le chat sa question. Oui, en fait, je me souviens plus exactement dans votre présentation. Là, je pense que c'était pour les sorties de milieu scolaire et je crois les services de garde de petite enfance. Là, il y avait une exception pour les activités organisées, 25 personnes, mais je crois que vous avez répondu sur votre diapositive concernant les organismes communautaires, là, comme quoi c'était permis là, pour eux aussi. Oui, effectivement. La vie intérimaire, là, concernant les organismes communautaires, c'est une activité essentielle qui vise les personnes vulnérables. Ça peut aller jusqu'à 25 personnes. Oui, c'est effectivement le cas. Là. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif autre que le loisir ou l'activité physique pure et simple derrière l'activité, mais oui, c'est permis dans ce cadre-là. Parfait, merci Anne. Alors, j'ai une autre question de Julie, de Pause Parents Enfants de Verdun. Donc, elle dit que c'est un organisme communautaire, puis dans leur mission, ils ont l'autorisation de rester ouverts. Cependant, ils aimeraient savoir, donc, ils animent des activités de plein air pour les familles en groupe à l'extérieur, en lien avec leur mission. Ils veulent savoir s'ils ont l'autorisation de poursuivre leurs activités. En fait, c'est à voir, là, je vais vraiment la référer à la ligne, là. Est-ce que l'activité en groupe
est-ce que ce sont des familles vulnérables? Et puis, est-ce que ça répond à un besoin autre que celui du loisir? Je l'inviterais à relire ou regarder l'avis sur les organismes communautaires pour se référer. Alors, c'est sa question suivante de Bruno Lequen. J'ai un communiqué de l'aventure écotourisme Québec qui mentionne que les activités de tourisme d'aventure sont considérées comme des cours privés, donc elles sont permises en respectant les règles. Il veut valider si c'est bien le cas, puis il nous a mis aussi le communiqué, dans le fond, qui explique l'aspect un peu des cours privés. Moi, je vois pas je vois malheureusement pas le chat, fait que je peux pas voir le communiqué en tant que tel. Si tu veux que je te donne des précisions, Oui, le communiqué dit qu'en zone rouge, les intervenants, donc tout ce qui est guide, moniteur, entraîneur et instructeur, peuvent dispenser des leçons ou des cours privés à un seul client à la fois ou à des occupants de même adresse, donc qui sont en fait qui viennent du même lieu, donc du même foyer, mettons parents-enfants. Oui. Puis les activités de tourisme d'aventure sont considérées comme des cours privés, donc elles sont permises en respectant la règle citée précédemment. S'il y a un communiqué officiel, c'est effectivement que c'est possible. Parfait. Alors maintenant, j'ai une question de Amélie Aron qui cherche à savoir, en fonction du type de matériel, est-ce que la quatorzaine pourrait aller jusqu'à 72 heures? Je pense que tu as répondu un petit peu tantôt là, en expliquant qu'on n'avait pas de détails encore par rapport à ça. En fait, elle veut savoir si pour éviter de désinfecter l'équipement, il serait simple de mettre en quarantaine pendant 72 heures, par exemple. C'est ça. En fait, l'ajout de la quarantaine est plus là pour pallier au moment où, quand on ne peut pas désinfecter et non pour remplacer la désinfection. Donc, ça s'applique vraiment à du matériel qu'on ne pourrait pas nettoyer ou désinfecter. Il ne faut pas utiliser la quatorzaine pour le remplacer. Ça, c'est quand même important. Et puis, en termes de durée, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la transmission par les objets est quand même peu probable. Donc, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de risque, mais le risque demeure tout de même faible. Et puis, si on a à choisir, la désinfection et le nettoyage est préférable à la quarantaine. Alors justement, par rapport au nettoyage du matériel, j'ai une question de Virginie Michaud qui cherche à savoir si le nettoyage du matériel se fait à l'extérieur. Est-ce que les produits nettoyants habituels sont efficaces à basse température? Est-ce qu'il y a un risque dans le fond de gel par rapport à des produits nettoyants qui seraient à base d'eau? C'est une excellente question. Effectivement, il y a certains produits à base d'eau pour lesquels il y a un risque de gel. Dans le document question-réponse, on vous enverra le lien vers dans le site du gouvernement du Québec. Il y a effectivement des consignes par rapport au nettoyage et une référence vers les procédures de nettoyage en hiver qui, je pense qu'ils sont encore en analyse, mais certains, effectivement, certains produits pourraient geler. Donc, idéalement, ce serait préférable de les laver à l'intérieur. Si ça doit être fait à l'extérieur, il faut tenir compte des conditions. Puis, l'efficacité, certains produits pourraient effectivement geler. Merci. Alors maintenant, j'ai une question de Benoît Meilleur de Nature à fond qui veut savoir ce qu'il en est par rapport au covoiturage. Est-ce que c'est permis? Puis comment le mettre en place? Pour la question sur le covoiturage, j'inviterais mon collègue Louis-François ou ma collègue Geneviève à répondre à la question. Ils vont être mieux placés que moi pour parler des règles. Je pourrais commencer au moins pour la question. Donc, il y a des règles en ce moment pour le covoiturage. On parle beaucoup de covoiturage essentiel. Donc, c'est pas nécessairement d'encourager le covoiturage à cette étape-ci, mais il y a des façons d'encadrer le covoiturage et le covoiturage peut être fait de façon sécuritaire, de la même façon que l'utilisation du transport collectif.
Il y avait des questions qui nous avaient été posées au niveau des navettes nolisées ou des choses comme ça. C'est certain que Anne l'a présenté vraiment. On ne peut pas avoir un événement. Donc, si c'est vraiment vu comme étant, ben, c'est un événement, on loue un autobus et on s'en va, on se réunit tous au même endroit pour se rendre là, là, ça devient vraiment un rassemblement ou à nature événementielle. Et là, ça ne serait pas permis. Par contre, il y a des façons lorsque c'est essentiel de faire du covoiturage ou l'utilisation du transport collectif peut être encore de mise. Bon, je pense que ça répond effectivement à la question. Maintenant, une question par rapport à l'utilisation des chalets, donc de Guillaume Langlois, qui cherche à savoir si l'utilisation des chalets des parcs pour mettre et enlever les patins, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes limité à la fois dans ces installations? Oui, ben, comme mentionné dans la présentation, les chalets peuvent demeurer ouverts. De même que les petites cabanes, là, des fois, pour pallier à l'absence de chalet à proximité d'une patinoire, on va installer une cabane pour que les gens puissent mettre leurs patins. C'est permis également. Il faut cependant, comme à tout moment, là, respecter le 2 mètres de distance. Il faut donc calculer la capacité pour une personne à l'intérieur en fonction du respect du 2 mètres de distance en tout moment. Alors maintenant, j'ai une question de Amélie Aron qui demande: a-t-on des données sur les risques de contamination potentielle en extérieur quand il est fait sous zéro? Puis, est-ce que le virus survit ou est toujours contagieux dans ces circonstances? J'ai peu d'informations là-dessus. Je ne sais pas si un de mes collègues a plus d'informations que moi. Ben, en fait, j'ai pas vraiment plus d'informations. C'est sûr qu'on ne l'a pas, comme beaucoup de choses avec cette pandémie-là, on est tombé finalement avec très peu d'informations au mois de mars, rapidement tombé dans l'été. Donc, on n'a pas expérimenté cette saison-là hivernale encore. Il y a des études qui sont faites, mais c'est difficile de vous donner exactement un feeling ou un chiffre de la contagion à l'extérieur. Ce qu'on aime de l'extérieur, c'est vraiment la possibilité de maintenir le 2 mètres qui est quand même plus facile. Donc, cette règle-là reste encore primordiale. Puis c'est pour ça qu'on veut l'extérieur, mais à savoir comment le virus va se comporter dans l'air ou sur les surfaces durant l'hiver, durant nos grands froids de -20. Je pense qu'on peut avoir je pense qu'il y a des études qui vont sortir prochainement, puis c'est un peu ça aussi. Là, on a des équipes qui travaillent en ce moment à essayer de voir si les règles vont être modifiées ou pas en fonction de ça. Alors, désolé, pas plus d'informations que ça. Alors, merci. Maintenant, je passe à une question de Adrienne Blatel de Plein Air Interculturel. Donc, elle organise des activités interculturelles en plein air via donc, un centre communautaire de loisirs. Elle dit: puisque c'est l'objectif d'intégrer les nouveaux arrivants, est-ce que nous avons le droit d'organiser des sorties de groupe? Si oui, ce serait donc limité aux participants qui sont nouveaux arrivants. C'est une excellente question. Je pense qu'avant de répondre, j'aimerais consulter les autorités, en fait, particulièrement en ce qui concerne les nouveaux arrivants. Je vais vous revenir avec la réponse. Aude, ton micro est... Excusez-moi. Alors, c'est ça. Donc, la question suivante, c'était toujours par rapport au cégep. Donc, René Lemieux et Robert Carrière, là, qui souhaitaient à savoir si le mode hybride, donc, est-ce que, par exemple, un cours d'éducation physique en présentiel peut être offert sur le campus extérieur? En fait, ça dépend de la position du cégep. Ça dépend de la position de leur direction. Pour certaines directions, c'était pas permis. Pour d'autres, j'ai vu que c'était permis. Donc, ils doivent vraiment se référer aux directives émises par leur collège. Oui, donc comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Parfait.
Maintenant, j'ai une question de Alexandre Varin. Donc, est-ce que les groupes scolaires, donc primaires et secondaires, peuvent accéder au chalet pour du prêt de patins et casques? Est-ce nécessaire d'assurer une distanciation de 2 mètres entre ceux-ci? Et est-ce qu'un nombre maximum de jeunes est à respecter à l'intérieur du chalet ou cela est déterminé en fonction du nombre maximum de 25 personnes sur la patinoire? En fait, pour les groupes scolaires, ce qui s'applique, c'est la règle en milieu scolaire, dépendamment de l'âge des enfants. Le port du masque peut être obligatoire si c'est des enfants de 10 ans et plus. Après ça, il y a la notion de groupe bulle qui est à respecter. Si c'est fait dans le cadre scolaire, si c'est à l'extérieur des heures d'école, c'est différent. Maintenant, les commissions scolaires ont émis des recommandations bien particulières. Donc, tout comme pour le collégial, je leur demanderais de se référer à leur centre de service scolaire parce qu'il y a des choses, comme je l'ai dit plus tôt, là, les activités pédagogiques extérieures sont permises, mais les centres de service scolaire ont pris des directives, ont émis des directives précises pour chacun des centres de services scolaires. Donc, c'est important de se référer d'abord et avant tout à son centre de service, puis après ça, voir ce qui est permis dans le cadre. Mais en fait, de facto, un groupe bulle pourrait se déplacer. Le prêt de matériel est possible en respectant les consignes de prêt d'équipement. Cependant, il faut évidemment prioriser le matériel que l'enfant possède ou parce que l'école possède là, avant de penser à louer du matériel à l'extérieur. Alors, je passe à une question de Martin Fortier, donc de la TOU, donc le parc Frédéric Bach. Il cherche à savoir si, dans le fond, les personnes, j'imagine, qui louent le matériel, est-ce qu'ils peuvent laisser leurs bottes ou quand ils louent dans le fond, quand ils louent des bottines de ski, est-ce qu'ils peuvent laisser leurs bottes au centre de prêt? Il faut nécessairement qu'ils aient un endroit pour laisser leurs bottes. Là, surtout qu'à Montréal, dans plusieurs cas, les gens ne viennent pas nécessairement en voiture. On ne peut pas nécessairement leur demander de les remettre dans la voiture. Donc, il faudrait soit prévoir une consigne du matériel ou prévoir un lieu où les gens peuvent les déposer de manière sécuritaire. Mais c'est ça, donc ils peuvent garder les bottes avec eux oui, si oui. c'est fait de façon sécuritaire. Parfait. Oui, effectivement. Alors ensuite, j'ai une question de Héritage Laurentien. Quand on parle de pratique libre, est-ce que ça pourrait inclure une famille qui emprunte des raquettes, par exemple? Donc, des gens qui habitent à la même adresse, peuvent-ils pratiquer une activité ensemble? Oui, tout à fait. Une famille est considérée comme une bulle. C'est une même adresse. Ils partagent le même risque, si on veut. Donc, ils n'ont pas à maintenir la distanciation entre eux. Ils doivent maintenir la distanciation par rapport aux autres personnes dans le parc ou par rapport au personnel, mais entre eux, ils sont considérés comme une bulle, n'ont pas à maintenir la distance, puis c'est considéré comme de la pratique libre. Alors, on revient maintenant sur une question plus par rapport aux installations extérieures et aux patinoires, dans le fond. Est-ce qu'il est possible de clarifier le maximum de personnes permises pour une installation intérieure, donc tout ce qui est aréna, puis extérieur patinoire? À l'intérieur, c'est 25 personnes. Selon la capacité, là, il faut penser aux 2 mètres de distance en tout temps ou aux 6 mètres pour les surfaces où on est en mouvement. Là, si on parle d'un aréna, la patinoire, on parle de 6 mètres carrés. La même chose, patinoire avec bande, c'est maximum 25 personnes en respectant le 6 mètres carrés. Puis encore une fois, si on parle de famille, la capacité peut changer un peu parce que si vous avez une famille de 4 qui arrive, ils n'ont pas à maintenir la distanciation entre eux. Donc, il faut être un peu souple dans notre calcul de capacité.
Alors, il me reste présentement 3 questions. Donc, j'ai Maryse Robillard de l'arrondissement de Ville-Marie qui demande donc est-ce que l'utilisation de bancs ou de tables à pique-nique est autorisée à l'extérieur pour mettre les patins, par exemple, avec une distanciation de 2 mètres? C'est ça. Oui, c'est sûr que c'est moins confortable qu'un chalet ou une cabane, mais c'est permis. Il n'y a pas de problème pour autant que le 2 mètres est respecté. Alors, Adrienne Blatel de Plein Air Interculturel nous pose une autre question. Est-ce qu'elle peut organiser une formation à l'extérieur pour former des animateurs bénévoles si elle respecte la distanciation? Dans le fond, les animateurs pourront par la suite animer les sorties justement à des participants, à un participant à la fois, donc comme des cours privés finalement. Oui, dans le cas d'une formation, on parle de travailleurs. Donc, c'est les règles qui s'appliquent sont les règles pour les travailleurs. C'est possible d'avoir une formation. Évidemment, ce qui est recommandé, c'est de faire le plus possible à distance, ce qui est possible de faire à distance. Mais si vous n'êtes pas en mesure de faire certaines activités par vidéoconférence, vous pouvez, oui, vous regrouper pour faire la formation, pour autant que les consignes sanitaires qui s'appliquent aux travailleurs sont respectées. Et là, le fait que ce soit des animateurs bénévoles, c'est la même chose? Oh, ce sont des animateurs bénévoles. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un chez nous saurait qu'est-ce qui s'applique pour les bénévoles? Stéphanie, Geneviève, est-ce que vous avez une idée pour les bénévoles? Est-ce que c'est la même chose? Je pense pas que ça change la consigne que tu viens d'émettre, Anne. Je pense que mais j'aurais tendance à rappeler quand même ce qui a été dit pour le communautaire. Tout ce qui est quand même formation, c'est très, très facile de le rendre disponible en virtuel. Fait que c'est vraiment d'explorer avant tout ce qui est possible de faire en virtuel. Ce serait la seule chose que j'ajouterais. Alors, j'ai des questions qui se sont rajoutées entre-temps, donc je vais continuer. Donc, j'ai une question de Audrey Bessner qui, à l'arrondissement, donc nous avons l'événement Plaisir d'hiver qui est très populaire. Nous voulons offrir une course à obstacles aux citoyens par inscription en ligne seulement. Est-ce vu comme une activité sportive organisée en zone rouge, donc dans le fond impossible à tenir? Oui, malheureusement, les événements de course ne sont pas permis en zone rouge en ce moment. Donc, il faudrait que la participation de la course se fasse sous forme libre et volontaire. Donc, pas d'inscription, pas de... Si vous vouliez faire un parcours, par exemple, que les gens pourraient venir faire à tout moment, ce serait possible, mais organiser une course à relais, c'est effectivement une activité organisée. Alors, je vais passer à la question suivante, donc de Marie-Claude Mius du RSEQ. Dans le cadre d'une activité scolaire pédagogique pendant les heures de classe, est-ce que le transport est permis pour se rendre dans un parc? Le transport est permis pour un groupe scolaire, mais selon les règles qui s'appliquent là, pour le transport scolaire en ce moment, donc les règles en vigueur du transport scolaire. Et évidemment, selon le centre de service scolaire, là, il peut y avoir des spécificités. Il faut vraiment se référer au centre de service scolaire pour voir qu'est-ce qui est permis. Alors maintenant, j'ai une question de Michael Coriolan qui cherche à savoir, dans le fond, pour quand on organise des activités, dans le fond, avec tout ce qui est butte de neige pour les glissades, est-ce qu'il y a un nombre limité de citoyens pour ces activités aussi? En fait, il faut calculer la capacité du site en fonction du respect du 2 mètres de distance, mais ce n'est pas considéré, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas considéré comme un lieu fermé, c'est considéré comme un lieu ouvert. Donc, ce n'est pas une limite de 25 participants qui s'applique, là, c'est une capacité en fonction du respect du 2 mètres de distance en tout temps.
Et alors, dernière question donc, de Christophe Meunier du Moulin à Vent Production. Dans le fond, il explique qu'eux, ils travaillent à développer des activités de distanciation pour Kino Québec. Il demande s'ils vont pouvoir les mettre en œuvre cet hiver avec leur maître de jeu dans des espaces extérieurs ouverts dans le respect des règles, donc 6 mètres carrés, avec les différentes bulles ou personnes dans le même plateau sportif. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Alors, je vais reprendre, puis je pense qu'il y a des précisions qui ont été amenées. À noter que le mandat de Kino Québec, donc c'est ça. Pour le mandat de Kino Québec, dans le fond, il vise spécifiquement à développer des activités de distanciation pour équiper les équipes écoles durant la COVID. Donc, c'est vraiment dans le cadre Dans le cadre scolaire? de l'école, exactement. Puis, il veut savoir s'ils vont pouvoir mettre en œuvre cet hiver avec leur maître du jeu, donc dans les espaces extérieurs ouverts, avec le respect des règles. Est-ce qu'avec les différentes bulles où les personnes sont sur le même plateau sportif, c'est possible de mettre en place leurs activités? En fait, comme il ne s'agit pas de... Il s'agit de plus qu'un groupe bulle. Je ne suis pas certaine. Stéphanie, tu connais mieux le milieu scolaire que moi. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que ça serait possible, Aude, de peut-être revenir sur la question d'origine, juste pour que je sois sûre de bien comprendre moi aussi? Je vais voir si... Oui, donc c'est ça. Eux, ils organisent, dans le fond, c'est le Moulin à Vent Production, là. Donc, dans le cadre d'un mandat avec Kino Québec, eux, ils visent spécifiquement à développer des activités de distanciation. Donc, pour justement équiper les équipes écoles durant la COVID, donc trouver sûrement des solutions pour faire des activités. Puis, ils cherchent à savoir s'ils vont pouvoir mettre en œuvre cet hiver avec leur maître de jeu, donc dans des espaces extérieurs ouverts. Dans le cadre justement des règles, hein, il y a une question de distanciation qui va être mise en place avec les différentes bulles donc, des écoles. Est-ce que les personnes pourraient être sur le même plateau sportif? Bien, c'est sûr que c'est assez complexe comme question. Le concept de bulle, l'extrapolation entre ce qui est permis dans le milieu scolaire, il faut faire attention. Là. Je sais que, en tout cas, à l'heure actuelle, quand on parle de bulles, c'est vraiment ce qui est applicable pour la formation des groupes dans les classes. Puis c'est là où le 2 mètres peut être exempté, mais c'est applicable seulement au milieu scolaire, à ma connaissance. Fait qu'il faudrait peut-être vous revenir parce qu'il y a quand même plusieurs éléments dans la question aussi, là. Puis peut-être un besoin de précision. Là, pour moi, c'est pas clair. Si on parle vraiment, quand vous dites bulle, est-ce que c'est vraiment les gens, les élèves de la classe qui seraient dans un cadre pédagogique, dans un autre plateau sportif? En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs éléments à clarifier. Là. On pourrait peut-être vous revenir. Puis si c'est possible de mettre des petites précisions dans le chat, ça pourrait nous aider. Et si je peux rajouter, là, dans le fond, si c'est une activité qui est organisée, c'est pas permis à part si c'est un groupe scolaire. Donc, si vous voulez faire sortir cette activité-là puis la donner à d'autres personnes que le groupe scolaire, ça ne serait pas permis au palier rouge. Merci, Geneviève. Puis-je préciser la question? Oui, on vous écoute. OK, merci beaucoup. La question est extrêmement importante. Le Moulin à Vent Production, on va développer des contenus à la demande de Kino Québec. C'est un mandat qui nous est confié, c'est en cours de signature, hein, avec l'Association des camps du Québec, qui ont développé une application qui s'appelle PEP ton jeu, que tout le monde doit bien connaître. Cette application, on va la bonifier et le mandat spécifique de Kino Québec pendant la pandémie, c'est de développer des activités de distanciation sociale, donc qui vont respecter les règles. Donc, elles sont conçues comme ça, ces activités, puis elles vont être étudiées par des comités d'experts. Donc, on n'est pas tout seul, à faire ça. Il y a tout un comité aviseur autour de l'Association des camps du Québec qui va vérifier qu'elles sont bien Covid-proof. Maintenant, avec les nouvelles règles qui ont été énoncées, à savoir que, par exemple, une bulle familiale, vous avez mentionné l'exemple, par exemple, d'un papa avec un enfant en mouvement dans un 6 mètres carrés. Est-ce qu'on peut envisager que, par exemple, on fasse découvrir une activité avec, par exemple, 4 parents ou 4 enfants qui viennent de bulles différentes sur un même plateau sportif, animés par un maître de jeu,
dans la mesure où l'activité a été spécifiquement conçue comme une activité de distanciation avec justement des balises très claires sur ne pas pouvoir s'approcher à 2 mètres les uns des autres. Le terrain et les activités vont être conçus de cette façon-là. Je ne sais pas si Geneviève, Anne, moi pour ma part, ce n'est pas un projet que je connaissais. Là, vous dites que c'est un mandat que vous avez reçu de Kino Québec. Peut-être qu'on pourrait réexaminer la question. Je pense que ça serait difficile d'avoir une idée claire dans le cadre du webinaire. Je ne sais pas si Anne, tu avais un autre point à ajouter. En fait, Kino Québec, c'est provincial. J'ose espérer que le mandat a été donné en concordance avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Je vous inviterais peut-être à communiquer avec nous, monsieur, pour préciser votre demande après le webinaire. Puis on verra si on doit rediriger la demande vers les instances provinciales, parce que c'est extrêmement précis en ce que vous nous décrivez. Excellent. Donc, je crois que ça faisait le tour des questions, Aude, si je ne me trompe pas, dans le chat. Merci beaucoup pour toutes ces questions et toutes ces précisions de la part de la santé publique. J'invite Thibault là, à nous faire une brève présentation là, des stratégies puis quelques bonnes pratiques avant qu'on se divise en sous-groupes. C'est ça. Donc, lors de ma première intervention, je vous ai présenté brièvement les préoccupations et enjeux et les opportunités qui avaient été identifiées par le comité de réflexion. Là, je vais vous parler un petit peu plus des bonnes pratiques et des stratégies qui sont adaptées à la COVID. Et la première et la plus évidente, et ça a été répété maintes fois pendant le webinaire, c'est d'organiser des activités qui correspondent aux recommandations sanitaires, à savoir plutôt des pratiques d'activités individuelles ou en bulle. Mais cette stratégie induit aussi le fait de réfléchir son encadrement, parce qu'on a l'habitude de faire justement des encadrements en grands groupes. Là, on l'a vu à de multiples reprises, il y a plein de questions, donc réfléchir l'accompagnement. La deuxième, c'est de créer des pôles hivernaux de proximité, parce qu'il y a une crainte qu'on sait que le plein air va être vraiment en demande. Il l'a été cet été, il le sera cet hiver. Et donc, on a peur qu'il y ait un achalandage vraiment très important dans les parcs les plus prisés, et donc ça brise un peu ces limites sécuritaires de regroupement. Donc, il faut essayer de multiplier les lieux qui sont aptes à recevoir des pratiquants. Et donc, avec ça, on limite un peu la concentration de population et on facilite la récurrence des activités pour les Montréalaises et les Montréalais. La troisième stratégie, qui est finalement très liée à la deuxième, c'est de créer des aménagements qui facilitent la pratique d'activités physiques. Parce que si un parc de proximité peut devenir un pôle hivernal facilement, par exemple, on peut créer une petite butte de neige pour faire une petite butte de glisse, très populaire auprès des enfants en faisant un monticule de neige, mais ça ne facilite pas forcément l'activité physique pour tous. Et donc, si un arrondissement ne prévoit de mettre en place qu'une seule patinoire ou qu'un seul circuit de ski de fond, par exemple, il va y avoir une convergence des populations vers ces lieux et on n'a pas réglé le problème de la concentration des populations. Sinon, un des effets qu'a engendré la pandémie, et puis vous devez l'avoir vécu autant que nous, c'est la modification des horaires traditionnels de vie. On continue à croire que la fin de semaine sera vraiment le moment privilégié pour la pratique du loisir en famille, mais on est presque aussi sûr aussi que ce qui serait considéré comme des heures creuses dans les parcs seront plus fréquentés que dans les années précédentes. Donc, il faut que vous preniez en compte cette modification des habitudes de vie dans la planification de vos activités. Sinon, une des préoccupations majeures qu'on a identifiées, enfin que le comité a identifiées, concerne l'accès aux commodités. On en a aussi pas mal parlé. Donc, on se demandait par exemple si une patinoire extérieure qui n'est pas accolée à un chalet pour se changer et pour se réchauffer, est-ce qu'elle devient aussi utile, est-ce qu'elle devient aussi populaire? Et puis, si se réchauffer à l'intérieur n'est plus une option parce que ça brise les risques sanitaires, alors est-ce qu'il y a d'autres options qui peuvent être envisagées pour développer en fait cette agréabilité, pour rendre l'expérience agréable pour le participant? Anne, est-ce que tu peux changer de diapositive, s'il te plaît? Merci.
Et donc, on sait vraiment que le développement d'une culture de l'hiver, ça passe par une expérience qui est des plus agréables. Cette année, plus que toute, on va vraiment chercher à l'avoir pour que les participants vraiment s'accaparent l'hiver. Et puis, on va essayer que les activités de plein air soient un échappatoire un petit peu à la situation compliquée. Puis le dernier élément, c'était vraiment un thème récurrent dans les discussions, c'était vraiment l'initiative, sortir des modèles d'animation et de gestion classiques. Ce qui est bien, c'est que certaines organisations n'ont pas attendu la pandémie pour pousser cette réflexion. On peut citer par exemple le laboratoire sur l'hiver qui a déjà mené pas mal de réflexions là-dessus. Donc c'est vraiment ce genre d'organisation qu'il va falloir aller un peu entre guillemets espionner pour essayer d'émuler ce qu'ils ont déjà sorti comme pratique. Et puis comme ça, on va réussir à monter en gros cette culture de l'hiver et puis d'avoir des gens qui seront plus heureux d'aller dehors. Donc, on a vu que le webinaire était très populaire et les 100 places réservées sont parties en un instant. Donc, ça montre vraiment votre désir d'avoir des informations pour pouvoir mener vous-même vos propres réflexions. On souhaite entendre ces réflexions et on souhaite que vous puissiez les partager entre vous. Donc, si vous avez des idées dont vous n'êtes pas sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer par nous, Slim. On sera heureux d'en discuter et, le cas échéant, si vous avez d'autres questions, de faire le lien entre vous et nos partenaires, dont la DRSP, pour faire remonter les questions et comme ça, essayer de mettre en place des activités qui soient à la fois novatrices, plaisantes pour les gens, mais qui rentrent aussi dans les règles sanitaires qui ont été établies. Donc là, je pense que maintenant, on va passer au groupe de discussion. Oui, c'est beau. Merci, Anne. Donc, merci, Thibault. Alors, comme Thibault le mentionnait, si vous vivez des enjeux, vous avez des questionnements en lien peut-être avec des dommages collatéraux, si on peut dire, de la COVID, n'hésitez pas à nous contacter. Mais comme mentionné précédemment dans une diapositive, là, si vous avez des questions précisément en lien avec les mesures sanitaires, il y avait le courriel de la santé publique qui était indiqué. Évidemment, comme je le disais, vous allez avoir la présentation PowerPoint et l'enregistrement suite à la rencontre. Maintenant, on va donc passer au moment des sous-groupes. Comme je le disais en début de rencontre, lors de l'inscription, il y en a qui nous ont indiqué qu'ils voulaient participer à des échanges. On a créé des sous-groupes. Donc, ceux qui ne souhaitaient pas participer, on vous remercie chaleureusement là, de votre participation aujourd'hui et on vous souhaite des joyeuses fêtes malgré le contexte. Donc, pour les autres, on va vous envoyer dans les salles où il y a un animateur et de Slim et de la santé publique qui seront présents pour animer les échanges. Donc, je vous envoie à l'instant dans les sous-groupes. Merci beaucoup. Donc, il n'y aura pas de retour en grand groupe là, suite aux discussions en petits groupes.